Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui, soit en présence, tellement de fun d'avoir des visages près de nous, au Centre Saint-Pierre à Montréal et aussi par le truchement de Facebook. Bonjour tout le monde, mon nom est Ariane Aymon. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde euh, qui, au fond, est le cœur de cet événement qui vise à montrer l'avancement d'une déclaration lobby halte au dérapage qui est organisée, donc cet événement par trois organismes très impliqués, Attaque Québec, Mon OSBL n'est pas un lobby et Vigilance OGM. Dans quelques minutes, on va avoir le plaisir d'entendre nos trois invités de choix, l'ex-politicienne Louise Arel, la juriste Lucie Lamarche et le journaliste André Noël. Merci déjà à tous les trois d'être là, qui vont partager avec nous leur vision respective autour de cette déclaration en regard des enjeux politiques, des enjeux des droits liés aux droits et le rôle des médias éventuellement. Pour nous mettre cet événement en contexte, rapidement, j'invite Madame Mercedes Roberge, qui est l'âme, le pivot de la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby, à nous dire quelques mots et à faire le pont avec la conférence de presse qui vient de se terminer. Mercedes, c'est à vous. Merci énormément d'être là avec nous. Ça fait des mois que Attaque Québec, Vigilance OGM et Mon OSBL n'est pas un lobby. On travaille à cette déclaration-là qui a commencé à réunir des signataires depuis l'automne. Elle a atteint actuellement cette déclaration-là qui s'appelle Halte au dérapage pour renforcer contrôler, halte au dérapage, je recommence. Elle s'appelle halte au dérapage, déclaration pour contrôler la recherche de profit et garantir le droit d'association. Ça valait la peine de la nommer correctement. Elle a atteint déjà plus de 1000 signatures individuelles et plus de 200 signatures d'organisations importantes. Les centrales syndicales y sont, les organisations communautaires de tous les secteurs y sont, nationaux, régionaux, locaux. Et cet appui-là, il va se poursuivre. Nous comptons sur la rencontre d'aujourd'hui, la table ronde d'aujourd'hui, pour nous redonner du souffle, de redonner de l'énergie et redonner le goût aux personnes de la signer. Cette déclaration-là, elle a toute sa pertinence dans le contexte où il faut qu'on se prépare à toute éventualité. Au niveau des gouvernements, on ne sait jamais lorsqu'un projet de loi va descendre. Il n'y en a pas sur la table. Nous allons probablement en proposer à la suite de toute l'entreprise de cueillette de signatures, mais on se prépare pour avoir l'avance, un pas d'avance. On ne veut pas être à la remorque de décisions du gouvernement, et c'est pour cette raison-là que cette déclaration, elle va continuer de recueillir des signataires pour encore plusieurs mois. On n'a pas fixé de date de fin d'ailleurs. Donc, on va continuer. Et merci beaucoup aux panélistes d'aujourd'hui de nous amener leur vision particulière sur des enjeux particuliers, des deux volets de cette déclaration-là. On vous écoute. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, c'était important en effet que Mercedes Roberge nous rappelle que cette déclaration couvre deux volets. Et donc, il y a deux volets à cette mobilisation. Mieux surveiller, mieux encadrer le travail de représentation et d'influence des lobbyistes qui travaillent pour des intérêts particuliers d'entreprises ou de groupes d'entreprises, mais aussi protéger le droit d'association des mouvements citoyens sans but lucratif qui œuvrent pour les collectivités. Il faut toujours avoir ça en tête et je sais que nos trois invités l'auront. Alors, je vous les représente. Lucie Lamarche, juriste, professeure au département de sciences juridiques
de l'UQAM. André Noël, journaliste d'enquête. Je rappelle qu'il a été enquêteur et rédacteur à la commission Charbonneau, dont le rapport est paru en 2015. Et la dernière et non la moindre, Louise Harel, qui est ex-politicienne. Et bon, pour faire court, nous allons dire qu'elle est une figure marquante de la politique québécoise depuis les années 60-70. D'accord? Je peux te dire 80. Je peux dire tout ce que vous voulez parce qu'on pourrait passer l'heure pour... 68. 68, dit-elle. Alors, c'est avec Madame Harel que je vais lancer mon premier tour de table. Ce que j'ai demandé aux 3 invités en amont, je leur ai demandé de lire la déclaration avec beaucoup d'attention et, dans un premier temps, de nous dire quels sont pour eux, chacun, selon leur perspective, les enjeux les plus marquants, leur coup de cœur, au fait. Alors, Madame Harel, quand vous avez lu cette déclaration, qu'est-ce qui vous a accroché particulièrement? Vous avez 4 minutes. Oui, alors allons-y. Micro. Voilà. J'étais à l'Assemblée nationale en 2002, lorsque cette loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme a été adoptée. Elle fut adoptée dans le contexte, elle fut adoptée dans l'urgence. Il faudrait s'en rappeler, parce que, ça, à mon point de vue, ça influence là, le flou qu'on y retrouve parfois. Ça fait déjà 22 ans, n'est-ce pas? En 2002, le Code de déontologie, lui, est en 2004. En fait, ça fait 20 ans là, cette année. Et je considère, personnellement, là, chaque fois que j'ai pu, là, dans les lois que j'ai fait adopter, j'avais toujours introduit une disposition qui obligeait à une révision. Entre autres, l'équité salariale, par exemple. C'est à tous les 5 ans qu'on doit réviser parce que c'est des lois d'application. Et puis, on a beau être en faveur des principes, mais dépendamment de l'application qui en est faite, on peut totalement détourner une loi, finalement, de son objectif. Alors, c'est ce que je souhaite, là, d'abord et avant tout, parce qu'il me semble que cette loi non seulement mérite, mais exige et réclame qu'on la renforce. Ça, c'est la première des choses. Prenez juste les amendes, là. À 500 $ les amendes, c'est évident qu'il y a 25 ans de ça. Ça vaut peu pour ceux qui les paient maintenant, du moins. Ceux qui les paient en ont les moyens et amplement. Alors, ça, c'est la première considération. Deuxième, je suis ici aussi parce que je suis sur des conseils d'administration à but non lucratif. C'est-à-dire que je siège, moi, j'étais au comité national, au comité plutôt de la fête nationale à Montréal. Je suis aussi à la Fondation des Auberges du Cœur, etc., etc. Puis quand on me demande souvent dans la vie, comme vous avez fait, André, tantôt, qu'est-ce que vous faites? Mon premier réflexe, c'est de dire « je quête ». Parce que dans le fond, je quête du financement. Puis je quête à longueur de semaine maintenant du financement pour des organismes. Puis là, je me suis mis dans la peau. Si moi, finalement, on m'obligeait à être lobbyiste, est-ce que je continuerais à quêter? Je pense que ça m'enlèverait le goût, pour dire la vérité. Alors, ça a été mon premier réflexe. Et quelques autres aussi, en particulier toute la question des pseudo-OSBL. Ça m'a alertée au moment où vous m'avez rejointe, Mercedes. On était en plein dans le dilemme de Juste pour rire, qui venait d'annoncer de se mettre à l'abri de ses créanciers. Et quand on y regarde de près, on se rend compte que, en fait, tout ce qui était activité qui était gratuite était subventionné par les gouvernements. Mais tout ce qui rapportait, si vous voulez, des revenus importants, là, vraiment importants, tels des revenus de captation et de vente dans les télévisions du monde, ça, c'était finalement récupéré par l'entreprise mère, si vous voulez. Et c'est un modèle qui s'est beaucoup développé. Et je pense que là, il y a vraiment une réflexion importante à faire sur cette question-là.
Parfait. Alors, si je résume, l'importance que les pénalités des lobbyistes pour lesquels on fait enquête soient musclées, qu'on s'attarde davantage à toutes ces fausses OSBL, ce que la déclaration appelle le similitantisme, et ça c'est absolument... Et combien les OSBL devenus assujettis perdraient leur force vive à cause de tout ce qu'impliquerait notamment l'inscription à un registre. C'est très clair. Merci, Louise. Je vais passer la parole à Lucie Lamarche. Vos coups de cœur, Madame Lamarche, vos enjeux incontournables. Merci, Madame Aymon. Bonjour tout le monde. Alors, 4 minutes, top chrono. Premier point, je trouve que la déclaration est limpide sur ce qu'est le lobbying. Et dans mon livre à moi, ça se définit en 4 mots-clés, c'est-à-dire l'exercice d'influence. S'il vous plaît, retenez le mot influence. Le reste, c'est de l'esbrouf, le mot influence, pour des intérêts économiques. On aura sans doute l'occasion de revenir sur un certain nombre d'ambiguïtés. Mme Harel vient d'y faire référence dans la qualification de qui est qui sur la scène du crime, là. Mais ces 2 mots-là m'apparaissent les forces motrices là, de la déclaration, exercer de l'influence pour des intérêts économiques. Deuxième point, c'est la mise en scène, dans le bon sens du terme, de ce qu'est la liberté d'association. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? On parle de citoyens regroupés qui exercent leur liberté d'association, pas à des fins économiques, à des fins démocratiques, qui, pourrait-on ajouter, sont destinés à la défense collective des droits. Alors, par exemple, influencer des politiques publiques, c'est pas déployer la télémédecine au Québec, c'est pas pareil. Bon. Et si on dit chaque membre d'un regroupement associatif, soit-il enregistré, pas enregistré, exerce sa liberté d'association, ça a beaucoup de conséquences dans ma tête de juriste, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on essaie d'encadrer, réglementer, limiter, alourdir, choisissez votre verbe, cette liberté d'association, c'est celui, le législateur qui tente de le faire, qui a le fardeau de démontrer que c'est raisonnable, que c'est le moins, le grand mot fancy, attentatoire possible à cette liberté d'association. C'est pas tout le monde qui a une opinion sur la question, blablabla. Donc, je trouve que la déclaration réussit admirablement à encadrer et énoncer ces 2 principes directeurs. Troisièmement, un petit mot sur l'OCDE et son obsession pour l'équité. Il faut que ce soit équitable, tout le monde pareil. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que tout le monde n'est pas titulaire de la liberté d'association. Donc, ça ne marche pas, tout le monde pareil. J'attirerai votre attention, toutefois, sur l'influence internationale. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui parle aux Nations unies, dont certains rapporteurs spéciaux, qui sont tous du monde extrêmement chouette, mais qui regardent la planète. Reconnaissons, c'est peut-être... une des difficultés de la déclaration, que dans certains pays du monde, vaut mieux être enregistré et signer un registre qu'assassiné. Je m'excuse de le dire brutalement. Donc, on a une problématique québéco-canadienne, mais j'appellerai à votre sensibilité pour d'autres réalités où c'est la société civile qui demande d'être traitée comme les corporations, c'est-à-dire ne pas avoir une vie impossible lorsqu'elle tente d'être reconnue. Et là, dans l'argument d'équité de l'OCDE, bien qu'il soit contre-intuitif et contraire à la définition de la liberté d'association, on peut reconnaître que dans le contexte global, ça a du mérite. Donc, pas dans ma cour l'argument d'équité de l'OCDE, mais reconnaissons le souci, peut-être, qui est à la clé de cette interpellation. J'ai-t-il excédé mon 4 minutes? Vous êtes top chrono. 4 minutes. Monsieur Noël, je ne sais pas si vous serez
capable Quelle pression! d'appuyer ces deux femmes. Elles ont avalé un chrono à la naissance, je crois. Mais c'est à vous, vos coups de cœur, quand vous avez lu cette déclaration, qu'est-ce qui est venu vous chercher particulièrement dans un premier temps? Bien, vous savez, Ariane, à quel point j'ai peur de vous, alors je vais essayer de limiter mon temps. Donc, j'ai lu tout de suite, en fait, la déclaration, puis il est indiqué la loi ne parvient pas à contrôler l'accès privilégié et systématique au pouvoir politique des entreprises cherchant l'augmentation de leurs profits. Le deuxième point, je voudrais parler des OSBL. Mais là, je me suis mis comme journaliste, donc, à fouiller dans les faits et à fouiller dans les rapports annuels. Puis je pense qu'on est dans les patates ici. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on fait ici, parce qu'il n'y en a pas de problème. La preuve, c'est que, essayez de deviner les rapports des services d'enquête de lobbyisme du Québec, combien d'infractions ils ont trouvé, mettons, en 2021. Savez-vous combien ils en ont trouvé d'infractions? Zéro. Aucune infraction. L'année précédente, il y en avait trouvé une. Là, c'est formidable. Ça a augmenté, ça a quadruplé. C'est passé à 4 en 2022. Alors, il faut croire à ce moment-là qu'il n'y en a pas de problème au Québec. Les entreprises respectent la loi. Elles ont toutes peur des énormes amendes de 500 $. Et puis, après ça, des énormes sanctions qui suivent les infractions, parce que ça, c'est le nombre d'infractions. Alors donc, quand j'étais à la commission Charbonneau, on avait vu qu'en 12 ans, il y avait eu 14 infractions. Moi, j'ai regardé dans les rapports annuels depuis que la CAQ est là, il y a eu un total de une dizaine à peu près, là, non, à peu près 11, je pense. Là, les enquêteurs, après ça, donnent ça au DPCP, qui, lui, après ça, procède. Et la majorité des infractions qui vont au DPCP se terminent par des acquittements. Ensuite, il faut voir qu'est-ce que c'est l'ampleur des gros dossiers qu'ils font. Alors, je suis allé regarder, par exemple, l'affaire qui a mobilisé celui qui a provoqué le dernier jugement. Alors, une énorme cause, c'est la cause qui a fait l'objet du dernier jugement. C'est un ingénieur qui a envoyé un courriel à la ville de Boisbriand à propos d'un prolongement de rue. Alors, l'affaire a mobilisé la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec, puis 2 fois la Cour d'appel. Et puis, l'amende s'est élevée à 500 $. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est une vraie blague, parce que quand on regarde, par exemple, Nordvolt, qui va recevoir 7 milliards de dollars de fonds publics, bon, les médias ont révélé qu'ils ont rencontré le ministre Fitzgibbon sans que ça soit déclaré au commissaire au lobbyisme. Alors, il faut croire qu'ils n'ont pas tellement peur, finalement, de cet organisme-là. Et tantôt, je vais vous parler aussi des nombreuses rencontres. En fait, quand on était à la commission Charbonneau, je veux dire, le rapport, si vous lisez le rapport, il n'y a pas grand monde qui l'a lu, mais c'est rempli d'exemples des gens de l'industrie de la construction, ça s'était limité à ça, qui rencontraient les ministres, qui rencontraient les maires, qui rencontraient les conseillers municipaux, c'était jamais déclaré, et puis il n'y avait jamais de problème. Là, il me reste combien de temps, là? 2 minutes. Bon, alors, comme j'étais journaliste d'enquête après, j'ai écrit sur la mafia, un sujet aussi que j'ai travaillé à la commission Charbonneau qui m'avait intéressé. Je vous donne des exemples concrets. Une compagnie mafieuse, Carboneutre, qui fait de la décontamination, dirigée carrément par la mafia, rencontre Lynn Beauchamp, ministre de l'Environnement, pour pouvoir augmenter, avoir un nouveau permis pour pouvoir dépolluer, soi-disant, encore plus. Tout ça, alors Lynn Beauchamp rencontre 2 dirigeants de la mafia, mais ce n'est pas déclaré. Il faut vous dire, bien franchement, moi je pense que c'est une blague, là, actuellement. Il n'y en a pas vraiment de surveillance. Les entreprises, les grosses entreprises, rencontrent allègrement des ministres et ce qu'on appelle les titulaires de charges publiques. Ce n'est pas déclaré. Ça se fait de toutes les façons. Pierre Fitzgibbon, par exemple, on apprenait qu'il allait s'amuser à chasser le faisan sur une île au lac Memphremagog qui appartient... Bon, je vais revenir sur Power Corporation, à mon avis, c'est une des grosses entreprises qui fait du lobbyisme illégal de toutes les manières. Je vais revenir tantôt là-dessus. Et puis, donc, cet aspect-là, je reviendrai tantôt sur la question des OSBL, mais est-ce que vraiment la loi sur le lobbyisme nous informe de tout l'accès que les grandes entreprises ont auprès des gouvernements ou des municipalités? Non, pas du tout. Et c'est cet aspect-là. Alors, c'est pour ça que je trouve ça choquant, l'idée que maintenant, oui, on va resserrer la loi, on va resserrer les contraintes en visant, exemple, Attaque Québec, hein, c'est très, très, très important. Et puis, les grosses entreprises, on s'en occupe pas. Alors, je veux dire, je pense que ce qui se produit, c'est que là, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent
au commissaire au lobbyisme, qui s'appelle Lobbyisme Québec maintenant. Ils sont même pas déjà capables de faire leur job. Alors, imaginez si on rajoute des dizaines de milliers d'OSBL, qu'est-ce qui va se passer? Je dirais franchement, ils vont gaspiller leurs ressources. Ils sont même pas capables de faire la job maintenant. Alors, imaginez si on quintuple le nombre d'organismes qui doivent s'inscrire au registre, bien, je dirais, ça va être encore pire. Alors voilà, je reviendrai tantôt sur le dossier. Faut-il ou non que les OSBL soient inscrites obligatoirement au registre? Merci. Merci, M. Noël. Ce que je comprends, c'est que vous allez vraiment plus loin que Louise Arel quand qui dit oui, il va falloir qu'on la regarde. Ce serait normal que cette loi soit renforcée. Vous avez l'air de nous dire qu'elle est inopérante par rapport à ce qu'elle visait à l'origine. Tout à fait, oui. Bon. Juste pour être clair pour tout le monde. Mais permettez-vous, Ariane? Bien sûr, allez-y. Oui. André, vous savez comment je vous apprécie, là. Mais la brique s'en vient, là. Oui, oui. Pour l'année 23-24, ça s'est un peu amélioré, oui. Parce qu'ils ont publié à l'occasion du 20e anniversaire du Code de déontologie cette semaine. 8 constats d'infraction. Vous voyez, il y en avait, je pense, 12 pendant 20 ans à peu près. Là, ils en ont fait 8. Oui, mais il faut savoir que les constats d'infraction, c'est plusieurs constats pour un seul dossier. Ils ont dû vous lire, sans doute. Pour un seul dossier. Il peut y avoir plusieurs constats pour un seul dossier. 8 constats d'infraction ont été émis, 7 amendes ont été imposées à la suite de jugements. Voilà. Progrès. Bon, semble-t-il. Mais chose certaine, vaut mieux avoir une loi sur la transparence et la renforcer que de ne pas en avoir. Bien sûr, évidemment. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a un petit effort quand on pense que maintenant, ils sont rendus, je pense, à 5000 inscriptions, 8 ou 11 infractions. C'est pas beaucoup. Donc, Madame Lamarche, j'aimerais vous entendre. Je vous écoutais tout à l'heure, puis je me suis rappelé quelque chose que j'ai lu en préparation à cette rencontre. Vous avez dit quelque part, la surveillance et le contrôle technocratique des OSBL, c'est un enjeu de droit collectif. Vous êtes toujours d'accord avec ça, j'imagine? Et je me suis dit quels sont... Comment vous voyez cette déclaration en face des écueils qu'elle doit éviter pour se rendre dans l'espace public et ou auprès des décideurs qui décident de muscler la chose? Merci. Alors, je vais brûler un petit 10 secondes pour vous dire qu'en 2017, non seulement on l'avait dit, mais on l'avait écrit. Alors, la gang à Mercedes, les services aux collectivités de l'UQAM, la Ligue des droits et libertés, on avait écrit un petit brûlot là, assez sérieux et qui s'appelait « La surveillance et le contrôle technocratique des organismes sans but lucratif ». 2 petits points, un enjeu de droit collectif. Je l'ai relu hier soir, mais c'est encore vrai, puis c'est encore bon et c'est disponible en ligne. Je pense que ça donne le cadre de cette idée de la relation entre les droits collectifs et la liberté d'association. Ça ne règle pas tout, et dans ce titre, il y a la notion d'OSBL. Et là, forcé de reconnaître que c'est le fouillis en droit québécois. Je m'excuse de jeter le pavé dans la mare ou dans le fleuve Saint-Laurent, mais ça n'existe pas vraiment juridiquement une OSBL. Alors, je vous donne rapidement, là, en rafale, comme qu'ils disent à la télé. Premièrement, en vertu du Code civil du Québec, c'est notre droit de référence. Les OBNL, les OSBL, c'est des entreprises. Aux surprises. Plusieurs d'entre vous êtes incorporés en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies. Eh bien, ça exige que notre but soit pas économique. Déjà là, on est un peu déstabilisé. Une entreprise, mais pas un but économique. Si vous êtes, parce que plusieurs d'entre nous s'opposent à l'enregistrement au registre du label québécois, mais sont enregistrés au fédéral, parce qu'au fédéral, ça inclut les activités, les fins sociales.
la loi fédérale sur les compagnies, plusieurs d'entre nous y sont aussi, bien là, vous avez le droit d'avoir des activités commerciales, même si vous êtes sans but lucratif. Et finalement, parler aux gens qui sont à l'action communautaire au Québec, il y a une définition démocratiquement partagée de l'action communautaire. Peut-être d'ailleurs qu'on devrait organiser un petit colloque où on mettrait en relation le commissaire au lobbyisme et le secrétariat à l'action communautaire, parce qu'après tout, c'est un peu le même gouvernement. Mais là, il n'y a pas de définition, mais il y a une compréhension de ce qu'est l'action communautaire démocratique au Québec. Mon premier écueil, me semble-t-il, aujourd'hui, en 2024, à la croissance, au déploiement de cette déclaration, voire à la révision de la loi, c'est que le but économique s'insinue dans le monde des sans-but lucratifs. Ça ne veut pas dire qu'on en est conscient, ça ne veut pas dire qu'on y souscrit, mais la bouillabaisse juridique fait en sorte que c'est moins évident qu'on pourrait le croire de savoir ce qu'est une OBNL. Le deuxième écueil, me semble-t-il, c'est ce que j'appelle les cas frontières. Alors, on a une vision année 2000 de c'est quoi un bon gars puis un gars dangereux. Hein? Qui fait de l'influence en fonction de ses intérêts économiques, qui n'en fait pas. Je pense que la mondialisation de l'économie, l'évolution des formes juridiques fait qu'il va y avoir, on va devoir faire preuve d'une très grande prudence. Je vous donne 2 exemples. Les fondations, rendu très compliqué la vie des fondations, et j'ose le dire, les universités. Les universités sont totalement dans l'univers du partenariat public-privé actuellement. Là, au 20e siècle, on dit oh, non, ça, une université, tu sais, c'est un truc sérieux, public, désintéressé. Non. Alors, on pourrait allonger la liste, mais mon point, c'est de qui on parle, la figure de celui ou celle, s'agit-il d'une personne physique ou morale qui exerce de l'influence à des intérêts économiques, je pense que c'est rendu plus compliqué. 3e défi, le pouvoir municipal. La récente législation québécoise, il y en a encore une sur la table. Hein, on va confier au MRC des nouvelles responsabilités dans la gestion des sinistres et des urgences. Ça va prendre des plans, toutes sortes d'affaires. C'est incroyable comment le pouvoir, moi je m'en réjouis pour d'autres raisons, là, mais comment le pouvoir municipal déborde à certains égards l'État central. Là, c'est traité comme « Ah, oh, non, c'est un niveau de gouvernement comme un autre. » Inutile de les outiller. Pensez à l'affaire de Restigouche, pensez à Grenville-Larouche. Le pouvoir municipal a été terrorisé par les lobbyistes qui n'avaient pas le look du lobbyiste. Donc, et finalement, mon 4e défi, me semble-t-il, dans la démarche en croissance, mes réflexions s'inscrivent dans le développement des stratégies de la déclaration, c'est les institutions internationales qui sont, je le dis respectueusement, un bar ouvert. Je ne sais pas qui d'entre vous était à la COP 27. Il y a une cascade d'exemples. On ne sait jamais à qui on parle, que ce soit les Nations unies, la francophonie, l'Organisation mondiale du commerce, bon, il faut multiplier les exemples, et la récente déclaration du secrétaire général sortant des Nations unies invite la société civile. En ça, là, on est totalement, quand vous le dites en anglais, là, on est totalement dans les racines de l'éthique protestante, là, la société civile à prendre une place plus grande aux Nations unies. Il y a donc, pour finir avec un mot fancy, de l'interscalaire. Je comprends qu'on ait un regard attentif à l'égard du législateur québécois. C'est cette loi-là qui nous menace, mais la dynamique est à plusieurs étages. Et si on ouvre un chantier de travail, je pense, amicalement, qu'il va falloir penser le problème à plusieurs étages, parce que même la loi idéale adoptée, revue, amendée, révisée en profondeur, peu importe, par le législateur québécois, je ne suis pas certaine que ça ne laisserait pas dans l'ombre des zones géographiques importantes
de lobbyisme important. Donc, c'est mes 4 défis. Je m'excuse d'en avoir trouvé 4, Mercedes. C'est mes 4 défis à la déclaration. Des studieux et des studieuses que nous avons comme invités ce matin. C'était passionnant. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame Harel. Alors, les écueils que vous voyez, quels sont-ils? Écoutez, je me suis intéressée à l'application de la loi québécoise. Mais j'insiste, après avoir entendu ce que Lucie vient de nous présenter, à quel point c'est important qu'une loi soit revisée, que sa revision soit inscrite dans le dispositif de la loi pour qu'il y ait justement cette mise à jour. Je pense en particulier sur le plan international et aussi cette multiplicité maintenant des responsabilités au niveau municipal. Et puis, je pourrais y revenir pour vous donner un exemple à cet effet-là. Alors, c'est évident, on parle là, de ce qui est le point de départ, entre autres. La fréquence. Actuellement, ce sont des mandats. Donc, les lobbyistes, il y en a deux sortes, hein, ceux qui sont conseils, puis ceux lobbyistes qui sont conseils, puis d'autres qui sont d'une organisation. Mais quoi qu'il en soit, ils s'inscrivent dans un registre, mais on ne connaît pas la fréquence des rencontres qu'ils tiennent. Moi, je pense que le contenu, ça passerait pas le test des tribunaux en vertu des chartes des droits. Je ne sais pas, Lucie, qui est une spécialiste, j'ai beau avoir fait mes études de droit en même temps que toi, dans la même classe, là, mais j'ai plus confiance dans ton jugement là-dessus que du mien. Mais je ne pense pas que exiger des contenus, ça passerait la rampe, ça. Sauf la fréquence. Combien de fois, quand on a vu, par exemple, que les GAFA avaient rencontré les ministres du patrimoine au fédéral, parce que eux, la fréquence, elle est mentionnée. Nous, au Québec, on n'a pas la fréquence. C'est vraiment important, à mon point de vue. Ensuite, les portes tournantes, la durée. Ça, j'ai vu ça beaucoup. À Québec, et peut-être ça doit se faire ailleurs, évidemment, beaucoup, et je me rends compte que, par exemple, la durée pour devenir lobbyiste après avoir occupé avoir été titulaire de charge publique, c'est 1 an ou 2 ans, dépendamment si on est un lobbyiste conseil ou un lobbyiste d'organisation. Et ça, évidemment, on voit tout de suite là, que ça n'a pas de bon sens. Là, il faut réviser ça. Attendez, j'en avais pas mal d'autres aussi, là, mais je vais vous passer la parole puis je reviendrai. Hein? Alors, on comprend que vous êtes particulièrement sensible à ce que la déclaration nomme les portes tournantes, c'est-à-dire cette fluidité formidable entre une charge publique et devenir officiellement lobbyiste et d'être payé très cher pour faire cet exercice d'influence. Voulez-vous continuer ou si je donne la parole à M. Noël? Oui. OK. André, ça va être à vous. Oui. Alors, je me pose la question, faut-il ou pas que les OSBL soient assujettis au registre? Bon, la position ici, c'est non. Mais il y a OSBL et OSBL. Il y a 2 sortes de OSBL. Puis je pense que ça, c'est une question, mais vraiment, vraiment fondamentale. Puis même l'ancien commissaire François Casgrain avait reconnu que c'était la question. Il disait, par exemple, qu'il fallait revoir la définition de OSBL afin de ne pas viser l'ensemble de celle-ci. Il s'était opposé, pas complètement, mais il s'était opposé en partie aux dispositions du projet de loi 56 qui visait l'assujettissement des OSBL. Et probablement que c'est une des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait, c'est que François Casgrain n'était pas très, très chaud à cette idée-là. Bon, malheureusement, il ne l'est plus et il est décédé. Là, la coalition ici, en disant mon OSBL n'est pas un lobby, je pense que oui, totalement raison de s'inquiéter devant la possibilité que le gouvernement du Québec oblige des milliers d'organismes, d'organisations citoyennes à s'inscrire au registre. Dernièrement, je m'intéressais justement au dossier de Nordvolt. Je parle avec des citoyens là, qui sont dans le comité de citoyens à Saint-Basile-le-Grand ou à Saint-Mathieu. Puis je veux dire,
c'est des bénévoles, je veux dire, du monde qui mettent ça sur leur temps pour essayer de comprendre, parce qu'actuellement, il n'y a aucune information qui circule, étant donné que ce n'est pas assujetti au BAP. Alors, ça n'a absolument aucun sens d'assujettir les OSBL, de leur réclamer, ou celles encore qui n'ont pas des bénévoles, mais qui ont des tout petits budgets. Effectivement, ça limite le droit d'association. Le problème, c'est qu'il y a une multitude d'OSBL qui ne sont pas des vrais OSBL. C'est ce que la déclaration définit comme du similitantisme ou de l'astroturfing. C'est une pratique frauduleuse et ô combien influente. Alors, j'aime bien les exemples concrets. Là. Je me limite à Power Corporation, mon ancien employeur. En 2017, je vous donne un exemple bien limité, bien concret. Hélène Desmarais, la conjointe de Paul Desmarais-Fils, qui est président du conseil de Power Corporation, a créé Ivado Labs. Probablement que ça ne vous dit rien, mais il s'agit officiellement d'un laboratoire pour aider les entreprises à développer l'intelligence artificielle. Puis une des principales démarches, quand on parle de démarche, on parle de lobbying, une des principales démarches d'Ivado, ça consiste à obtenir des subventions publiques, puis ça marche en tabarouette. Et parce qu'ils sont allés en chercher juste auprès du gouvernement québécois depuis 2018, ils sont allés chercher plus de 90 millions de dollars, plus de 230 millions de dollars au gouvernement fédéral. Et puis ce qu'ils font avec cet argent-là, parce qu'ils ont un budget d'à peu près 100 millions de dollars par année, c'est quand même, mettons, important, là, quand on voit que le gouvernement hésite à donner de l'argent aux banques alimentaires. Enfin, je pense que le montant était 20-25 millions, quelque chose, mais les deux gouvernements donnent 100 millions de dollars à Ivado Labs, une affaire dont à peu près personne n'a entendu parler. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils aident des entreprises, des pauvres petites entreprises comme Bombardier, Couche-Tard, Remount Logic, là, qui est le projet dans l'Est de Montréal, Cascade, Air Canada, à développer l'intelligence artificielle. Tout ça avec des fonds publics. Ils ne sont même pas inscrits au registre. Alors, quand ils font des démarches, ils ne sont pas inscrits au registre des lobbyistes. Moi, le dossier en termes de fausses OSBL qui m'inquiète le plus, puis en fait, au départ, c'était de ça dont je voulais parler, puis éventuellement, je reviendrai vous parler de ça, c'est l'Institut économique de Montréal, qui est membre du réseau Atlas. Mais je n'ai pas grand temps pour vous parler du réseau Atlas, là, mais on dit qu'il ne faut pas rentrer dans un complot, mais il y en a un complot ici. Le réseau Atlas, là, ils ont un réseau de 500 think tanks comme l'Institut économique de Montréal, et qui ont une énorme influence. Je regardais, puis j'ai analysé beaucoup ce dossier-là, j'ai écrit sur ce sujet-là. Ils ont écrit le programme politique de Trump, et c'est les autres qui sont les conseillers économiques de Milei en Argentine, très proches de Bolsonaro, très proches de Steve Bannon, qui est là-dedans, très proche de Marine. Il y a eu des rencontres avec Marine Le Pen. Poilièvre, dernièrement, je ne veux pas trop m'écarter, je vous en parle pareil parce que ça me passionne. Poilièvre, qui a eu une vidéo qui a beaucoup circulé, s'appuyait sur les données de l'Institut Fraser, de l'Institut économique de Montréal. Ils ont une énorme influence au Québec. J'ai croisé le fer souvent avec eux, bon, par exemple, pour la privatisation. Alors, donc, bon, premièrement, leur gros dossier actuellement, c'est contre la taxe sur le carbone, mais aussi pour la privatisation de tous les services publics, que ce soit santé, éducation, environnement, bon, etc. Hydro-Québec. Alors, actuellement, il y a un gros dossier qui est l'ouverture à la privatisation d'Hydro-Québec. Ils sont très favorables à ça. Et ils ne sont pas inscrits. Alors, qui compose l'Institut économique de Montréal? Je reviendrai tantôt avec des propositions concrètes dans la dernière partie. Qui compose, quand on regarde, premièrement, la présidente, encore elle, c'est Hélène Desmarais. C'est toutes des grosses compagnies qui sont là-dedans. Ils refusent de dire qui les finance. Mais bon, sous la pression, j'espère un peu à la suite de mes articles qu'il y avait eu un certain impact, on apprend que leur principal secteur qui les finance, c'est, comme curieusement, le pétrole et le gaz. Mais alors, ils disent oui, c'est les entreprises qui nous financent, mais ils ne veulent pas dire exactement qui. À 74%, c'est des fondations qui sont totalement secrètes, qui elles-mêmes ne sont pas inscrites au registre, et qui elles-mêmes ont des statuts d'organismes de bienfaisance, comme Donors Trust. Et quand on se met à fouiller par qui est financé Donors Trust, beaucoup par ce qu'on appelait les frères Koch aux États-Unis, les principaux pétroliers, magnats du pétrole. Bon, maintenant, il y en a un qui est mort, là, mais c'est Charles qui est toujours très, très actif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il pas d'OSBL pantoute dans le registre? Non, il en faut. Il faut que ces OSBL-là soient assujettis.
je vais revenir tantôt avec une proposition concrète. Parfait. Très bien. Louise, voulez-vous compléter ce que vous vouliez dire ou si vous voulez qu'on regarde si la déclaration pousse trop ou pas assez certaines choses? Non, pas du tout, non. Mais en fait, la question, je l'ai posée avant que débute notre rencontre. En fait, ce qui me préoccupait, c'était de savoir comment peut-on intervenir pour distinguer le vrai du faux. Et est-ce par la loi elle-même, en fait, par des modifications? Et c'est Mercedes qui m'a indiqué qu'une des voies à suivre pourrait être celle du registrariat. Donc, au moment où l'incorporation se fait, donc au moment où le registraire reçoit la demande d'incorporation. Parlez du registre des entreprises? Oui, exactement. Alors, je pense que ça m'apparaît vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que si depuis 2018, et évidemment, il y a eu la pandémie, mais on est quand même 6 ans après, s'il n'y a pas eu, disons, une annonce que la loi pourrait être revue prochainement, c'est parce que c'est loin de moi ce qu'Alice, je crois, là, présentement au gouvernement. Je ne pense pas que leur intention soit de revenir avec toute la résistance qu'il y a pu y avoir entre 2015, au moment du dépôt du projet de loi 56, à l'époque où c'était Jean-Marc Fournier qui était ministre, et puis il a compris tout de suite que cette résistance-là, elle s'étendrait à travers tout le Québec, là, de la part des vrais OSBL, si je peux m'exprimer ainsi. Et il avait raison, puisqu'en 2000, finalement, c'est mort au feuilleton, ils ne sont pas revenus. Là, on a changé de gouvernement. Mais j'ai l'impression qu'avec les sondages à l'appui, ils ne veulent pas se rendre impopulaires, parce que je crois qu'ils le sont déjà suffisamment. Alors, les gouvernements en général ont un sens de la survie. Mais ceci étant, j'exprime simplement le fait que cette loi devrait être renforcée maintenant. Et parce que je ne pense pas que ça met en danger les vrais OSBL. Pour la raison qu'il y en a 60 000. Parce que à peu près tout ce qui bouge en dehors des milieux gouvernementaux, dans à peu près tous les domaines sportifs et autres, chantier d'économie sociale, ça, on peut les multiplier. Alors, les centres de la petite enfance, en fait, et bien d'autres. Donc, actuellement, le vrai enjeu, c'est d'éterrer la déviance, c'est-à-dire les faux SBL. Est-ce que, Louise, pendant que vous êtes lancée... Registraire des entreprises. Oui, le registraire des entreprises. Est-ce qu'il y a un élément... tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose en disant ça ne passerait pas de demander dans une loi revampée qu'on ait le contenu des échanges entre les lobbyistes et les élus. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans la déclaration, parce qu'on le demande là-dedans, où vous trouvez qu'on pousse un peu trop ou sur certaines choses pas assez? En fait, sur les faux OSBL, pas assez. OK. Je pose la question à Mme Lamarche. Bien, ça n'existe pas, des OSBL. Parce que dans ma tête, non, mais dans ma tête et dans le droit écrit, ça n'existe pas, mais on entend bien, et c'est tout à fait légitime ce matin, qu'il y a un irritant, quand on est rendu à vouloir débusquer le vrai du faux de ce qui n'existe pas, c'est parce qu'il y a un problème. Hein? Bon. Alors là, c'est pour ça que je disais d'entrée de jeu que je trouve qu'il y a deux vecteurs qui mériteraient peut-être, dans l'optique du renforcement, même modeste de la loi, quelques définitions, cette idée, renforcer l'idée d'influence, parce que dans notre imaginaire québécois, à cause de la trajectoire de l'action communautaire autonome, qui est tellement profondément ancrée et exclusive au Québec, au Canada, exclusive, mais ça ne résonne pas dans les catégories. Donc,
la notion d'influence et d'intérêt économique, peut-être qu'on pourrait faire une tentative de définition qui serait le moins attentatoire ou le moins bousculante ou dérangeante possible pour les vrais OSBL, qui existent dans la vraie vie, mais qui n'existent pas dans le droit. Alors, il y a quelque chose là, autour de ça qui n'est pas déployé. L'autre affaire, si j'étais malicieuse, je dirais, ouais, ben là, les OSBL qui participent à la défense collective des droits, pourquoi ils ont une telle dent contre le commissaire au lobbyisme? Comprenez-moi bien, j'ironise là. Mais en même temps, sous l'action communautaire autonome, il y en a toute une troïka d'exigences administratives. Vous les connaissez mieux que moi. Et là, on n'entend rien. Alors, donc, si vous vous mettez dans la logique de la sauvegarde de la liberté d'association et vous dites, bien, c'est une liberté fondamentale, il faut qu'elle soit le moins atteinte ou bousculée possible, vous dites, oui, mais c'est quand même, il y a 2 pistons au moteur, il y a un piston qui est plus tolérant que l'autre, là, quand il s'agit de l'action communautaire autonome, parce que c'est la consécration administrative de ce mouvement tellement important, je le dirais jamais assez, au Québec, que les Canadiens anglais comprennent mal, d'ailleurs, qui est l'inscription dans le temps démocratique de l'action communautaire autonome. Mais trop ou pas assez, alors là, c'est vraiment... parce que c'est dimanche matin et que je souhaite vous provoquer, il ne faut pas faire trop confiance au droit non plus. Je voulais juste vous dire que la loi parfaite, ça n'existe pas. Et ce qui me semble être un des défis, et là, la déclaration donne beaucoup d'exemples, mais elle est timide sur les outils ou les poignées pour prendre le problème global. C'est que le lobbyeur et le lobbyisme, ils se déclinent de tant d'autres façons. On peut presque plus espérer, parce que qu'est-ce que ça fait une loi? Ça dit ça, c'est inclus, ça, c'est exclu, puis ça, c'est une exception. Puis alors là, t'es inclus, ou tu colles sous l'exception, puis après ça, tu as des obligations, tu en as plus, tu en as moins. Oh, je vais adopter un règlement, je vais te dire précisément c'est quoi tes obligations. Oui, mais non, mais c'est correct, c'est ça la forme juridique. Puis on essaie que ce soit le plus efficace possible, le plus clair possible. Mais le lobbyiste, lui, c'est un être transnational, diffus, en ligne, numérique, physique. Attention, il y a encore des gens qui arpentent les corridors de l'Assemblée nationale du lundi au vendredi, là. Mais ce lieu physique n'est plus le lieu principal ou le seul lieu d'exercice du lobbyisme. Il y a un problème avec le script du film. Et je ne sais pas jusqu'où le droit et cette loi, je suis la première à reconnaître qu'il faut au moins resserrer les boulons de la loi existante, mais lorsqu'on se projette dans les nouvelles problématiques du lobbyisme, ça m'apparaît le deuxième problème. Et je terminerai je faisais une blague tantôt, mais j'y crois profondément. C'est quand le jour où l'Action communautaire autonome du Québec, ceux qui font le chèque, là, hein, ils vont aller parler au commissaire au lobbyisme, parce que je n'ai jamais vu, ni dans les rapports du commissaire, ni dans les rapports de l'OCDE, cette spécificité. Bon, écoutez, il y a plusieurs pays à l'OCDE, il faut aller leur raconter que, contrairement à ce qu'ils entendent venant du Kenya, du Nigeria, de l'Indonésie et des Philippines, ici, nous sommes inscrits dans le temps et dans l'espace démocratique, et ce n'est pas de la charité financer l'action communautaire autonome. Donc, il y a un problème de dialogue là, qui fait que tout le monde capte l'affaire en disant « Oui, mais il faut être fair, c'est tout le monde pareil. » Bon, mais on s'explique entre nous. Mais si les influences, comme le disait M. Noël, viennent d'obscures et d'occultes forces capitalistes plus grandes que nous, bien, peut-être qu'il faut passer le message aussi que nous portons aux surprises une spécificité québécoise. Parce qu'elle est encombrante, dans le sens
bizarre du terme, où elle n'est pas inscrite dans le droit, elle n'est pas inscrite dans la loi sur le lobbyisme. Et qu'est-ce qu'on entend ce matin? Attends une minute, là, toutes les OSBL, j'inviterai pas toutes les OSBL du Québec à la cabane à sucre demain matin. Il doit y avoir une raison, c'est qu'il y a un encombrement de concepts dans un monde où le script a changé. C'est compliqué. Avant, on les reconnaissait. Hein? C'est vous l'experte, mais on savait c'était... Je ne demanderai pas de nom. On savait c'est qui. Ah, tiens, c'est un tel de telle firme. Les choses sont rendues un peu plus compliquées. Je veux dire que peut-être qu'il faut brancher aussi sur tout, ce qui est une des spécialités d'attaque notamment, sur toute cette problématique de la régulation des acteurs numériques. Parce que j'ai jamais entendu dire, oh, vous savez quoi, il y a un lien là entre le lobbyisme et le débordement des acteurs numériques. C'est un gros contrat. Là, on peut dire, il y a un petit contrat qui presse, resserrer les boulons de la loi québécoise, mais à un moment donné, on va peut-être devoir ouvrir un chantier plus grand et cette affaire de fausses et de vraies OSBL mérite en soi une réflexion parce que les OSBL de l'action communautaire autonome sont déjà assujettis à pas mal de tracasseries administratives. Donc, c'est pas comme si notre liberté d'association était intacte, intouchée, pas du tout bridée. Il faut quand même reconnaître que c'est pas tout à fait juste de dire ça. Oui, oui. Et que le contrôle et la surveillance est déjà bien instauré dans nos pratiques administratives. On va terminer avec vous rapidement et prendre quelques questions de la salle et des gens qui nous écoutent à distance. Allez-y. Oui, pour moi, cette question de distinction entre les vrais OSBL et les fausses OSBL, c'est mais vraiment fondamental par rapport au lobbyisme, mais aussi par rapport aux médias. Et c'est parce que moi, comme journaliste, j'ai vu, je ne sais pas combien de fausses organisations, c'est de la fraude carrément, puis les médias qui tombent dans le panneau. Je vais vous donner un exemple, j'aime bien les exemples bien vivants et bien concrets, qui date de plusieurs années, mais qui est quand même très instructif, celui de la lutte sur le tabac. Alors, premièrement, le Canada, il y a eu une mobilisation citoyenne au Canada qui était assez exemplaire, avec des vrais OSBL, par exemple l'Association québécoise pour les droits des non-fumeurs, qui a fait en sorte que le Canada a été un leader en termes de taxation. On sait que la meilleure façon de limiter la consommation de cigarettes, c'est d'augmenter les taxes sur le tabac. C'est de loin la mesure la plus effective. Et à un moment donné, le Canada, donc, l'histoire était intéressante, était donc un modèle d'une certaine façon. Hillary Clinton, qui était donc l'épouse de Bill Clinton, avait pris ce dossier-là de façon à cœur aux États-Unis. Elle voulait importer ce modèle canadien pour taxer des compagnies de cigarettes aux États-Unis et utiliser les fonds qui seraient venus donc de ces taxes-là pour élargir la santé publique, pour qu'il y ait plus d'Américains qui puissent profiter de services de santé publique. Quand les compagnies de tabac ont vu ça, ils ont organisé un faux mouvement qui s'appelait le MATRAQ, puis ça s'est fait au Québec, le Mouvement pour l'abolition des taxes régressives sur le tabac, et qui ont organisé, soi-disant, des mobilisations de petits dépanneurs un petit peu partout. Tous les médias sont tombés dans ce panneau-là. Ah non, c'est donc formidable, ça a l'air d'un groupe de base qui se mobilise parce que ces taxes-là vont mettre à terre les pauvres petits dépanneurs. Je me suis mis à fouiller qui était derrière le MATRAQ. Les grandes entreprises comme Imperial Tobacco, Rothmans, puis etc. Bon, j'ai sorti l'histoire. Ça a fait un certain scandale, mais c'était Daniel Johnson qui était premier ministre, dans le sens, je vous parle d'une histoire qui se passe en 1994 à peu près. Puis effectivement, les taxes ont baissé, bon, puis depuis, elles ont réaugmenté. Mais je vous donne cet exemple-là parce que c'est de la fraude et ça existe at large. Et des exemples comme ça, j'en ai vu énormément, même des exemples toujours pour rester dans le domaine du tabac. Par exemple, il y a des incendies qui sont causés parce que des gens échappent leurs cigarettes dans leur lit. Le feu pogne, puis il y a des morts. Puis là, je me souviens d'une cause où est-ce qu'il y avait eu 3 enfants morts.
les groupes anti-tabac vont devant le coroner, demandent, je veux dire, il faudrait peut-être avoir des cigarettes qui s'éteignent automatiquement, comme les bûcherons ont en forêt. Là, c'est des cigarettes avec un papier spécial qui fait que quand on ne fume pas, la cigarette s'éteint. Immédiatement, il y a eu un soi-disant groupe de pompiers qui est venu pour dire non, 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 il ne faut pas faire ça. Mais il y en a, là, je veux dire, ce genre de fausses organisations, il y en a, mais il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Alors, je veux dire, quand on regarde au niveau du registre, je vous parle encore de l'Institut économique de Montréal, qui est un bon exemple, qui a une énorme influence sur plein de mesures au Québec et au Canada avec l'Institut Fraser. On a vu, par exemple, au niveau de l'éducation, de l'ouverture à beaucoup plus de privés. Au niveau de santé, ils ont été derrière l'arrêt Shaoui à la Cour suprême. Donc, j'ai parlé avec quelqu'un cette semaine en vue de cette conférence ici, au lobbyisme, et puis elle me disait, bon, il y a une disposition, puis là, on rentre malheureusement dans les micro-détails. Il y a le règlement là, qui découle de la loi. C'est la disposition 1.11 qui définit un peu les OSBL et qui dit que le règlement... Alors, ce règlement-là précise qui n'est pas considéré comme lobbyiste lorsqu'une personne entre en contact avec un titulaire de charge publique, ce qui veut dire que les autres le sont. Alors, le règlement exclut ainsi toute personne qui fait du lobbyisme pour un groupement qui n'est pas formé de membres dont la majorité sont des représentants d'entreprises à but lucratif. Or, on l'a vu, par exemple, l'Institut économique de Montréal, puis la plupart des think tanks du réseau Atlas, ils sont composés en bonne partie de représentants d'entreprises à but lucratif comme Power Corporation. Mais elle-même, cette personne à lobbyiste au Québec, me disait qu'il y avait un certain flou concernant cette disposition-là. Puis là, je me tourne vers vous. Parce que je pense que la coalition ici devrait, plutôt que juste de réclamer en principe le principe de ne pas assujettir les vrais OSBL au registre, je pense qu'il faudrait arriver avec des revendications concrètes, puis il faudrait avoir le concours de personnes comme vous pour arriver avec une proposition très, très, très concrète dans le règlement ou dans la loi, une définition, qu'est-ce que c'est qu'un OSBL qui est un vrai OSBL, puis qu'est-ce que c'est un OSBL qui n'est pas un vrai OSBL. Je veux juste terminer ici pour quelque chose qui n'est pas en lien avec la question des OSBL. Bien, à la commission Charbonneau, on a reçu François Casgrain, puis il y a eu une recommandation fondamentale qui a été rejetée immédiatement par le gouvernement libéral, qui était de fusionner le commissaire au lobbyisme avec le commissaire à l'éthique. Alors actuellement, il y a le commissaire au lobbyisme qui fait ses affaires. Et puis, on a vu, je ne me souviens plus dans quel cas, dans cette histoire des cocktails de financement où des gens qui... ça, c'est absolument aberrant, c'est une autre affaire. Là. Ce groupe, là, Mothers Against Driving, le MAD, là, je pense quelque chose comme ça, c'est l'acronyme anglais. Donc, on a vu cette dame avec son mari qui voulait sensibiliser le gouvernement qu'il faudrait peut-être... limiter le taux d'alcoolémie qu'on peut avoir quand on est au volant. Et puis, on lui a dit, venez dans une assemblée de financement de la CAQ. C'est wow, tu sais. Donc, quand on regarde ce genre de choses, et finalement, bon, il y a eu les médias, j'ai pas mal travaillé aussi avec des collègues journalistes là-dessus, j'ai donné un coup de main à Thomas Gerbet et d'autres. Finalement, il y a une enquête du commissaire à l'éthique, puis pas du commissaire au lobbyisme. Alors, c'est deux organisations qui s'entrecoupent, puis ce que la commission Charbonneau proposait, c'était de les fusionner et d'avoir un vrai organisme avec bien du monde musclé qui s'occupe des questions d'éthique, de déontologie, de lobbyisme, avec plus de muscles. Alors, j'encourage la coalition à reprendre cette recommandation qui avait été rejetée par M. Fournier puis par le gouvernement libéral. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. OK. Chers amis, on n'arrête pas d'apprendre des choses ici ce matin, n'est-ce pas? Vous, dans le confort de votre foyer, comme on dit. Alors, merci, brillants invités. Je disais que j'avais un trio de choix et je le réitère. J'ai pris des notes. Est-ce qu'il y aurait des gens dans cette salle qui ont envie de poser une question à un ou l'autre de nos invités? Vous êtes sous le choc. Non, il y a monsieur ici. Allez-y, nommez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, soyez bref et racontez-nous. Alors, bonjour, merci pour
Un instant, on va mettre le petit micro à l'œuvre. Bonjour. Est-ce que ça va? Oui. Alors, bonjour, mon nom est Jacques Bouchard. Je suis membre d'ATTAC, le conseil d'administration, conseiller municipal également. Et dans le fond, ce que je voudrais réagir, puis je pense que Mme Lamarche vous a apporté un excellent point, quand on parle que le lobby reste intangible de plus en plus. On est vraiment, à titre de citoyen, confronté à tout le lobby des grandes entreprises, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, par exemple, quand les gouvernements veulent taxer le sucre, les produits à grande trans, il y a un pouvoir énorme. Puis là, on tombe dans les algorithmes. Comment on s'en sort? Parce que, dans le fond, notre liberté est atteinte directement par ces gros lobbies. On ne peut plus contrôler absolument rien. Puis c'est tellement puissant qu'on ne sait pas par où commencer. Alors, vous avez lancé une amorce, un peu plus de réflexion, je l'apprécie. Au fond, c'est comme faire du pouce sur ce que disait aussi M. Noël. Tu sais, je dirais, c'est tellement opaque, c'est tellement souterrain que c'était peurant de voir jusqu'à quel point ça magouille jamais au grand jour. Alors, par quel bout on prend ça, Mme Lamarche? Question simple en ce dimanche matin. Eh bien, voici la recette de la quiche aux épinards. J'ai un mot-clé. Je pense que c'est le mot carrefour des initiatives. Donc, on pourrait imaginer, comme le dit si bien Mme Harel et M. Noël, qu'il y a urgence de revoir la loi qu'on a. Là, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain en disant « Ah, c'est tellement complexe ». Ça, c'est toujours, me semble-t-il, une erreur. On en a une, occupons-nous-en. Je pense que mes collègues de gauche et de droite, ici, au sens physique, là, ont ouvert d'excellentes pistes. Mais ce que je dis, c'est on peut imaginer un carrefour plus large. Par exemple, et là, il y a un autre problème, c'est que le provincial va rencontrer le fédéral. Mais bon, écoutez, on croit à la liberté d'association ou on n'y croit pas. Mais il y a le carrefour avec la régulation des GAFA, des contenus numériques, où il y a là aussi des enjeux de vie privée et de liberté d'association. Et le carrefour avec la nouvelle mode des lois qui consiste à créer des écrans. Hein? Santé Québec, c'est un écran pour le ministre de la Santé. Là, on va avoir un autre bidule en matière de transport. Bon, ça s'additionne. Hein? Il faut manger l'éléphant, désolé pour les VG, là, mais il faut le manger en petites bouchées. Mais il n'y a rien qui empêche un chantier où on dit il y a des choses concrètes qui peuvent être revues, revisitées, et notamment cette lancinante question des vrais et des faux OSBL. Pas besoin d'être accablé pour la mondialisation, là, pour voir que ça prêche. Je pense que c'est assez unanime ce matin. Mais c'est de voir le carrefour. Et le carrefour, c'est pas juste aussi en haut. Je reviens avec mon truc de municipal. Je pense que le mouvement, tiens, on va l'appeler comme ça, le mouvement lobbyiste, sous toutes ses déclinaisons, a très bien compris l'impact des récentes dévolutions et du potentiel. Il y a beaucoup de choses là, dans la loi sur les gouvernements de proximité. Ça ne veut pas dire que toutes les municipalités sont également situées pour s'accaparer ces compétences, mais ils se déplacent dans l'espace et dans la forme, le lobbyisme. Ça ne peut pas tout se régler dans la seule loi provinciale ou fédérale, mais nous, notre truc, c'est la loi québécoise sur le lobbyisme. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je vais prendre votre question, puis après ça, Samuel, on ira peut-être prendre 2 questions des gens à la maison. Allez-y, monsieur, nommez-vous. Bonjour. Roger Bellil. Roger Bellil. Membre du comité logement Ville-Marie et membre d'un réseau de religieuses qui suivent les questions de justice sociale et environnementale. D'accord. Donc,
je tâche d'être influenceur auprès de, et même et pouvoir quêter mais leur attention. Bon, à l'époque des démarches qu'un groupe organisait pour faire passer un pipeline jusque dans les provinces, j'apprends qu'il y avait des compagnies, bon, il y avait une 60aine de lobbyistes à Québec, hein, de l'industrie pétrolière, mais il y a des compagnies qui en avaient plus d'un. Je sais aussi, pour avoir suivi il y a une dizaine d'années la révision d'un premier mandat du commissaire à l'éthique et au lobbyisme, hein, c'est à Québec, ça, qu'il y a des frais à payer quand on ouvre le dossier. Oui. Comment ça se fait qu'une même compagnie peut avoir plusieurs dossiers ouverts? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut nous expliquer brièvement? Peut-être que c'est Madame. Non, j'ai l'impression que c'est M. Noël qui a fouillé ça. OK. Ils n'ont pas vraiment pas dit, allez-y, Soyez pas modeste. non, oui. Non, mais je suis désolée, moi, ce que j'ai pu lire relire la loi, là, c'est donc, il y a des catégories de lobbyistes différents. Lobbyiste conseil, ça peut être, c'est un indépendant qui se met au service de plusieurs mandats d'entreprise. Il y a un lobbyiste dit d'organisation, c'est quelqu'un qui, dans le fond, est un salarié d'organisation. Il peut en avoir plusieurs. Donc, chacun doit être inscrit. Et c'est l'entreprise, quand c'est des lobbyistes d'organisation, c'est l'entreprise qui doit les inscrire. Et payer. Et les pays. Non, mais monsieur, on est obligé de capter votre voix pour les gens qui nous écoutent à distance. Alors, je vais vous laisser une petite réaction rapide. Ça devait être le même montant pour les groupes populaires que pour les compagnies. Comment ça fonctionne? C'est quoi le montant? 100 $? Non, OK. ils sont pas... Mercedes veut rajouter un point d'orgue. Allez-y. Maintenant, ça ne coûte plus rien. Et le commissaire a instauré la gratuité pensant qu'on s'objecterait moins. Ce qui est là, il s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et il faut savoir que un mandat, c'est une mission avec une durée déterminée. Essayez de mettre une date de fin au mandat d'élimination de la pauvreté. Bonne chance. C'est une des raisons pour lesquelles ça ne convient absolument pas aux mouvements sociaux et à l'action communautaire autonome. Nos missions sont bien, bien, bien longues. Oui. Merci, monsieur, pour votre question. Monsieur Bellil. Alors, Sam, allez-y. Donc, nous avons deux questions en ligne. Une première de Sylvain Lafrenière qui demande « J'aimerais mieux comprendre ce que veut dire Lucie Lamarche quand elle dit que ça n'existe pas un OSBL. Je partage bien sûr plusieurs des commentaires faits sur la confusion actuelle entre OSBL, vrai ou faux, et action communautaire autonome ou non. Je pense aussi que les groupes d'action communautaire autonome devraient être sous une autre loi que la section de la loi sur les entreprises. Mais pour imparfait que ce soit, il me semble que nous avons quand même un statut légal comme organisme à but non lucratif. Et deuxième question de Serge Boilly. Peut-on conclure que les fausses OSBL ont plus de facilité à aller chercher du financement comparé à des petits organismes comme le nôtre qui en arrachent et nous avons peu de moyens et on fonctionne avec des bénévoles et avec seulement du jus de bras? Merci beaucoup pour ces deux questions. Alors, peut-être que on regarde la deuxième. Est-ce que, objectivement, les faux les OSBL ont vraiment plus de facilité, comme vous nous l'avez dit, à aller chercher quelques millions, alors que ceux qui sont dans le social et l'engagement démocratique, c'est plus corsé. Ben oui, évidemment, totalement. Là, je regardais Idaho Lab là, qui a 100 millions de dollars de revenus par année, presque entièrement de subventions publiques. Puis je comparais, parce qu'il y a le problème de l'enregistrement au lobbyisme aussi, mais le problème aussi de ce qu'on appelle des organismes de bienfaisance. Et puis ça, c'est un autre aspect qui est vraiment intéressant, parce que quand
ces fausses OBNL. OSBL. Ou OSBL. Mais paraît-il qu'en français, il faut dire OBNL, mais en tout cas, oui, mais bon, en tout cas, bref, on ne sera pas là-dedans. Comme l'Institut économique de Montréal, quand les compagnies donnent de l'argent à l'Institut économique de Montréal, par exemple, ils peuvent déduire ça de leurs impôts. Parce qu'ils ont un statut non seulement... Ils ont un reçu de bienfaisance. C'est considéré comme un organisme de bienfaisance. Alors que Greenpeace, par exemple, qui refuse de recevoir des fonds soit des gouvernements, soit des corporations, est incapable d'avoir un statut d'organisme de bienfaisance. Alors, quand on donne de l'argent à Greenpeace, vous ne pouvez pas déduire ça de vos impôts. Alors, je veux dire, ça, c'est un autre aspect, où est-ce que tout est fait pour aider, finalement, le lobbying mercantile. Je veux dire, on est dans cette société et la question de l'accès au gouvernement est absolument fondamentale dans une société démocratique capitaliste comme la nôtre. Où est-ce que, finalement, c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour des dirigeants d'entreprise, soit versus un lobbyiste ou pas, d'avoir accès à aux ministres et aux premiers ministres et aux conseils municipaux, et etc. Parce que le thème central de notre société, c'est la question de la croissance. Puis alors, je veux dire, c'est ça qui est important. Les gouvernements se donnent comme mandat la croissance, c'est avant toute chose. Donc, un organisme comme ATTAC, ça ne fait pas grand-chose pour la croissance économique du Québec. À leur point de vue. C'est ça, exactement. Alors, je veux dire, on arrive à une question fondamentale ici. Oui, oui. Parce que, de façon générale, ce que les OSBL font de manière générale, c'est de s'attaquer aussi aux causes des problèmes, à essayer de nommer la cause des problèmes, ce qui est absolument antinomique avec la course au progrès. Alors, chère Lucie Lamarche, la question de Madame Lafrenière, qu'est-ce que vous voulez dire par les OSBL, ça n'existe pas? Soyons brefs. Oui, ça n'existe pas juridiquement. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas politiquement. Ça n'existe pas juridiquement. Vous êtes incorporé en vertu d'une loi qui exige que votre but ne soit pas économique. Je présume qu'il y a des économistes dans la salle. Donc, un but qui n'est pas économique, ce n'est pas la même chose qu'un but qui n'est pas lucratif. Tout ce que je disais, c'est la bouillabaisse en droit québécois et ça n'aide pas. C'est un mauvais apéro quand on rentre dans le débat de savoir ce qui est une vraie et une fausse OSBL. OBNL, c'est à but non lucratif, c'est un vocabulaire qui vient du droit fédéral. Hein? C'est la loi fédérale. Et d'ailleurs, une OBNL au fédéral, et certaines québécoises sont incorporées au fédéral, vous avez le droit d'avoir des activités commerciales, pas économiques. Alors, c'est le principe de la bouillabaisse juridique. On ne réglera pas ça ce matin. Je pense que ça n'aide pas la discussion quand on essaie de s'organiser. C'est quoi une vraie, c'est quoi une fausse? Et ça existe certainement politiquement. Sur l'affaire du numéro de charité, dans ma petite liste tantôt, je disais attention aux fondations. Attention. Jetons un regard sur les fondations parce qu'on a célébré les changements d'exigence. Rappelez-vous de cette Canada Without Poverty qui était allé chercher un jugement, je crois, à la Cour supérieure de l'Ontario. Et le fédéral a baissé son drapeau en disant « On ne contrôle plus vos activités politiques. Hein? Si vos buts sont de bienfaisance, quel qu'il soit, vous pouvez avoir un numéro de charité. » On a dit « Yeah! » Mais on n'est pas seul à avoir dit « Yeah! » Et là, quelques années plus tard, on fait « Oups! » Il y a des gros joueurs qu'on classerait probablement ce matin dans la catégorie des fausses OSBL qui ont de très forts et performants numéros de charité. Oui. Je vais prendre une dernière question dans la salle et oui, je vais en reprendre en ligne. Allez-y, M. Filion, je crois. Et du Centre Saint-Pierre. Merci beaucoup. C'est une importante mise à niveau, je trouve, de cette table ronde avec la conférence de presse sur où est-ce qu'on se situe actuellement par rapport à ces enjeux-là.
Je trouve que la distinction, ce que vous avez nommé, Mme Lamarche, sur l'action communautaire autonome, c'est fondamental. Parce qu'on est vraiment distinct dans l'action communautaire autonome. Puis ces questions-là, nous, il ne nous viendrait jamais à l'esprit de se faire inscrire ou d'être obligé de s'inscrire dans un registre, parce qu'on est créé pour faire de la justice et de la transformation sociale, dans des intérêts collectifs. Donc, jamais on voudrait s'inscrire à un tel registre. Cependant, on est aussi une entreprise d'économie sociale. Oui. Donc, nous, on a organisme communautaire autonome puis entreprise d'économie sociale. Si je prends notre exemple à nous, ici au Centre Saint-Pierre, on travaille sur des projets de développement du quartier, mais c'est aussi des développements économiques, au sens où on enrichit la communauté de services, de nouvelles infrastructures. Donc, on cherche à influencer, parce qu'il n'y a pas de programme. On cherche à influencer, à faire nos rapports de force pour dire, écoutez, ça nous prend des sous pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et tout à l'heure, vous avez soulevé la question sur ceux qui se promènent dans les corridors de l'Assemblée nationale, ceux qui ont un cardex impressionnant pour avoir les 90 millions, comme M. Noël le disait, puis qui sont des OBNL, mais qui vont chercher. Mais nous, des organismes communautaires autonomes, on a un cadre réglementaire, on travaille avec des réseaux, c'est normé, on a le droit à tel montant de base jusqu'à un maximum, on n'attend jamais notre montant maximum, mais on entend des fondations, des organismes à but non lucratifs qui, par la porte d'à côté, vont chercher des fonds et qui s'opèrent avec des fonds publics, avec notre argent. C'est scandaleux. Je pensais qu'on n'était plus là, mais on est vraiment encore là. Donc, tout ce rapport de force-là, puis aussi les entreprises d'économie sociale, Mme Harel a nommé tout à l'heure un peu le chantier, mais il y a aussi un enjeu que ces entreprises travaillent au développement de l'économie. Donc, ils font de l'influence pour le développement économique, mais avec une vocation sociale. Donc, dans notre réflexion qu'on a à faire, je pense, sur comment exercer une influence dans des intérêts économiques, mais pour qui? Ce n'est pas pour des actionnaires, c'est pour une communauté. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Merci beaucoup pour cet enregistrement ce matin. Merci à vous, merci à vous. Samuel, est-ce que vous avez d'autres questions? Et je reviens à vous, madame, après. Donc, j'ai une question de Nancy Lévesque qui demande, puisque le commissaire au lobbyisme et au lobbyiste est peu efficace, serait-il pertinent que le vérificateur général de Québec puisse investiguer son efficacité? OK. Qui veut se lancer dans une réponse? Madame Harel. La question, en fait, est assez problématique parce que le vérificateur général, comme le commissaire au lobbyisme, comme le nouveau commissaire à la protection de la langue française et comme certains autres aussi institutions, sont nommés par l'Assemblée nationale. Là, ce qui a fait problème, c'est plus le système électoral qui a fait en sorte qu'il y ait 90 députés, parce que normalement, c'est nommé aux 2/3 des voix. Donc, mais il y a quand même une pression qui se fait pour qu'il y ait un consensus quant à la nomination entre les partis politiques, y compris l'accord des oppositions. Alors, ce serait, je pense que ce serait de l'ordre de l'impensable, d'une certaine façon, que les uns et les autres se vérifient entre eux. Parce que ce sont des institutions qui doivent faire rapport à l'Assemblée nationale. Vous savez, le commissaire doit déposer son rapport au ministre qui doit le déposer à l'Assemblée nationale. Il y a aussi le directeur du registre qui lui-même fait un rapport qui doit être déposé à l'Assemblée nationale. Et ce qu'il faut, c'est un peu ce que M. Sirois disait maintenant, c'est s'en préoccuper, c'est-à-dire parce que les rapports sont déposés, puis à peu près, il n'y a qu'André Noël qui les lit. Mais ce qu'il faut, évidemment, c'est, à partir de maintenant, ces rapports-là, il faut que les organisations se les approprient et demandent aux députés de le faire aussi, parce qu'il y a des députés qui vont être intéressés par ça. Parce que tantôt, je prends un peu d'avance, mais je vous dis, si on me demandait, et maintenant, et après, moi, je dirais, il faut parler à des députés
qui sont dans la Commission parlementaire de la justice pour qu'ils proposent un mandat d'initiative. Ça existe, des mandats d'initiative, là. Ce fut très intéressant. Enfin, je pourrais vous en énumérer quelques-uns. Un mandat d'initiative sur cette question-là en particulier. Et c'est des mandats d'initiative que des députés au sein d'une commission peuvent s'approprier. En fait, j'y reviendrai si vous voulez, si ça vous intéresse. On va prendre peut-être une question de madame. Nommez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Catherine Caron, membre d'Attaque Québec depuis longtemps, ex-rédactrice à la revue Relations. Merci d'abord, c'était vraiment super intéressant. Je suis contente d'être venue, même si je n'ai pas beaucoup dormi. J'espère que je vais être un peu claire, mais je voulais surtout renchérir un peu dans le sens de ce que Lucie Lamarche a exposé, c'est-à-dire que oui, le projet est important de la déclaration puis du renforcement de la loi, mais c'est juste une étape et il faut rester dans le big picture et dans un chantier plus large. Puis ce chantier plus large-là, à mon sens, il existe déjà, évidemment, notamment dans les luttes auxquelles Attaque a participé avec d'autres groupes contre les accords de libre-échange. Ces luttes-là, c'était l'expression des forces démocratiques contre les forces des lobbyistes. C'est ça qui se déroule quand on lutte contre le libre-échange. Et les forces du lobbyisme, notamment en faveur de la privatisation ou pour pouvoir attaquer nos lois environnementales par le biais de ces accords-là, les forces du lobbyisme, ils ont même réussi à obtenir des tribunaux d'arbitrage commerciaux qui fonctionnent en parallèle de notre système de justice nationale dans l'opacité la plus complète et de manière antidémocratique. Ça, c'est aussi le genre d'affaire qui peut devenir un maudit beau chantier pour dire nos sociétés démocratiques veulent la fin de ça. Ça ne devrait pas exister. Fait que je donne cet exemple parce que ça m'a tenu à cœur ces batailles-là depuis longtemps, mais c'est pour montrer que c'est ça, là. Il y a vraiment plusieurs niveaux. On est tous, à différents égards, déjà engagés dans des différentes batailles autres que celle-là, mais qui concernent les lobbies tentaculaires. C'est pour ça l'image de la pieuvre est bonne, là. Les lobbies tentaculaires qui agissent un peu partout dans nos sociétés. Et, il ne faut pas se décourager. Il faut vraiment trouver des façons. Ce que j'aime de ce projet-là, c'est qu'il articule quelque chose de très précis et d'atteignable. C'est la beauté de la chose et on va y réussir. Mais il faut rester ambitieux puis continuer de se donner d'autres chantiers. Merci. Votre exemple m'a fait penser à cette campagne qui a été menée contre ce qu'on appelait la BDS, là, c'est-à-dire la possibilité de boycotter des produits israéliens. C'est incroyable pour ceux et celles qui sont peut-être moins au courant, mais c'est une atteinte directe à la démocratie. En fait, celle qui consistait à empêcher qu'un mouvement citoyen de boycottage de produits ait lieu, se réalise. OK. Oui, allez-y, prenez votre micro, Madame Lamarche. Oui, merci. La tentation est forte suite à l'intervention de Madame Caron. Alors, un exemple pour illustrer combien c'est rendu compliqué. Qui est lobbyiste? J'avais fait, dans la foulée de l'accord de l'Organisation mondiale sur les marchés publics, une demande d'accès à l'information. Je voulais savoir qui était à la table fédérale, pour le Canada, de détermination, parce que vous savez, ces accords-là, c'est inclus ou c'est exclu, mais il n'y a pas de bonne raison, hein? C'est les intérêts nationaux qui font qu'on inclut, on libéralise ou on ne libéralise pas le secteur, le sous-secteur, les délais, etc. Ça avait été pour moi une révélation. Premièrement, ça prend infiniment de détermination, de résilience et de persévérance, mais c'était un objet fuyant. Hein? Alors, comment savoir que l'UPA était là, stédé à chacune des réunions d'affaires mondiales Canada? Et pourquoi l'UPA et pas l'autre machin? Bon, ces gens-là se défendraient bec et ongle d'être des lobbyistes. Premièrement, c'est techniquement vrai, ils ne fitent pas dans l'objet de la loi sur le lobbyisme, mais il n'y a pas plus intense lobbyisme qu'être incorporé
au déploiement sur le temps long de ce que sera la liste finale des engagements d'un État. Et c'est vrai pour tous les États envers les accords de commerce. Et pour en rajouter à la complexité, certains syndicats étaient présents à la table, mais pas d'autres. Alors, diantre, c'est quoi un lobbyiste? Samuel, on va prendre une dernière question parce que... Ouais, j'en ai deux. C'est peut-être des questions courtes, j'en ai deux dernières. Donc, une première de Normand Léo Baudet qui demande « Serait-il pertinent d'ajouter le mot « privé » à la définition de Madame Lamarche d'un faux lobbying, organisme économique privé? L'économie sociale n'est pas celle des multinationales. » Et une deuxième question plus ouverte de Michel Monette qui souhaiterait avoir des ouvrages pour aller plus loin sur la question du lobbyisme, plus fouiller au niveau du Québec ou du Canada, si vous aviez des références. Okay. Voilà. Lucie, c'est encore vous sur la sellette. Non, je suis désolée, on ne règle pas le sort des définitions à midi le dimanche matin, mais je pense qu'il faut visualiser la chose avant et comprendre tu sais, comme partager le problème. On l'a bien nommé, je pense, le problème ce matin, les vrais, les faux, mais ça précède le choix des bons mots, alors je m'excuse de ne pas être utile. OK, ça va. Vous voulez une dernière intervention? Oui, allez-y. Merci beaucoup, Madame Aymon. Merci beaucoup à tous nos invités. Sophie Thiébaut, je travaille pour Attaque Québec pour vous faire part de la suite de nos activités en lien donc, avec le lobbyisme. Dès ce soir à 18h, il y a une projection d'un film, le film Goliath. C'est l'affiche pour toute la journée aujourd'hui, en plus de la table ronde de ce matin. Donc la projection de ce film à 18h, ça va se passer dans les locaux du bâtiment d'Alternative au 3720 Avenue du Parc. Le film est donc Goliath, ça traite de l'impact du lobbyisme sur l'agriculture. Et suite à la projection du film, on aura une discussion avec Thibault Rennes et Claude Vaillancourt, donc de Vigilance OGM et le président d'Attaque Québec. Et pour les personnes dans la salle qui n'auraient pas encore signé la déclaration sur le lobbyisme, il y a des codes QR ici, vous pouvez le faire facilement. Et pour les personnes en ligne, je voudrais rappeler le site où vous pouvez retrouver la déclaration et signer également Lobby Halte au dérapage. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous avions convenu que l'activité se terminerait à midi. Je pense que ça va déborder de 1 ou 2 minutes. Je veux quand même remercier nos 3 invités et demander à nos 3 représentants des organisations qui nous ont conviés ce matin à nous dire leur mot de la fin. Est-ce que vous le faites de là? Vous devez le faire. Attention. Non, non. Simplement, nous laisser un peu de place derrière vous et nous donner accès à ce micro-ci. On va tenter. Non, c'est pas nécessaire. Ah, on va être derrière. Voilà. Comme les photos de famille. Voilà, asseyez-vous. On a un micro maintenant. Parfait. Alors, oui, d'abord, première chose, j'aimerais beaucoup remercier, mais chaleureusement, nos 3 panélistes. C'était vraiment... il y avait beaucoup de contenu et je pense que nous, on va faire nos devoirs après ça, c'est-à-dire qu'on va regarder cette vidéo, la vidéo qui en a été faite plusieurs fois, et on va prendre des notes parce que la quantité d'informations était vraiment impressionnante. Donc, vraiment, je vous remercie. Et ça va aussi vraiment clairement, c'est un peu l'objectif, je pense qu'il a été atteint. Ça va nous guider dans la suite de notre travail sur la déclaration et sur un éventuel projet de loi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Personnellement, ce que j'ai retenu de ça, c'est la question, je dirais, de la transparence versus l'obscurantisme. Depuis que je suis militant, moi, je me heurte constamment à toutes sortes de secrets. Par exemple, on en parlait dans les accords de libre-échange, mais ailleurs, c'est systématique ce secret, alors que nous, on agit toujours à la lumière du jour. Puis il y a toujours une allégorie qu'on utilise, c'est celle du vampire, qui dit, par exemple, qu'on met la lumière sur un phénomène et puis à ce moment-là, le phénomène disparaît. Hein? Donc ça, c'est vraiment une image que depuis que je milite, je l'entends. Mais ce que j'entends aussi, c'est la difficulté d'exiger cette transparence dans une loi sur le lobbying. Donc ça semble assez clair. Vous avez été unanime là-dessus et je pense qu'il va falloir nous réfléchir de notre côté.
Et quand Lucie Lamarche, c'est intéressant, on disait aussi que le lobbyisme, c'est pas juste à travers la loi, on est parfaitement, mais parfaitement conscient de ça. Et pour ATTAC, comment est-ce qu'on voit le futur? Ben, on veut donner un prix citron du pire lobbyisme. Et pour nous, ça va nous permettre de voir, on ne donnera pas notre prix à n'importe qui, là, il faut le mériter, ce prix-là, mais on va voir qui a les manœuvres les plus douteuses et les plus dérangeantes d'une certaine manière, et on veut que ce soit un prix très documenté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Donc, ça, c'est une des suites du côté d'ATTAC de cette affaire-là. Donc, encore une fois, je remercie beaucoup les panélistes, et on va continuer avec les remerciements avec, je pense que c'est Mercedes, c'est ça? Ah, Thierry. Bon, mes remerciements vont pour le Web TV qui a permis la web diffusion de ce panel. Donc, merci beaucoup. Et aussi au Centre Saint-Pierre pour nous avoir accueillis ce matin. Moi, qu'est-ce que je retiens je retiens que cette déclaration est une bonne introduction. Je pense que tout le monde est d'accord sur l'intention et elle est quand même bien faite. Après, ça demande encore plein de travail et on sait que le travail ne manque pas dans ce domaine-là. Mais merci beaucoup pour toutes les précisions qu'on a obtenues pendant ce panel-là. Je pense que ça montre aussi que l'importance, c'est tellement transversal le lobbyisme que on a besoin de travailler avec beaucoup d'autres groupes et aussi des différentes expertises, là, que ça peut être politique, judiciaire et autres. Donc, c'est vraiment important. Et pour revenir un peu ce que vient de dire Claude, nous aussi à Vigilance, l'idée, c'est de mettre de la lumière sur des gens qui ne veulent pas être à cette lumière-là. Donc, nous, l'un des prochains objectifs, c'est de cartographier un peu les principaux lobbyistes dans le milieu de l'agrochimie, je dirais. Et on s'aperçoit que c'est tous des gens qui communiquent entre eux, qui sont sur les mêmes CA, qui sont les mêmes entreprises et qui ont tous travaillé plus ou moins au fédéral, des fois, à certains moments. Et je pense que c'est important de mettre ça de l'avant et moi aussi de montrer aux citoyens qui sont capables de faire leur propre recherche. Là, c'est un mot qui est devenu à la mode il n'y a pas si longtemps. Mais outiller ces citoyens pour que s'il y a des enjeux locaux, de MRC, de municipalités, de citoyens, on est capable de trouver des informations et de mettre des bâtons dans les roues à ces lobbyistes qui sont là pour leur intérêt privé. Et je pense que c'est important de redonner aussi des outils aux citoyens pour faire contrepoids à ces lobbyistes, quels qu'ils soient. Merci. Alors, j'ajoute des remerciements à nos équipes de travail respectives, donc aux membres de l'équipe de travail d'ATTAC, de Vigilance OGM, et la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby, n'est pas une organisation en tant que telle, c'est plutôt par la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, dont je suis la coordonnatrice, que l'énergie est venue. Donc, je remercie mon équipe et merci particulièrement à Ariane pour l'animation. Merci infiniment. Et un merci particulier à Sam Montigné et à Sophie Thiebaud de l'équipe d'ATTAC pour toutes sortes de tâches essentielles. Alors, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a un momentum. On se l'est créé, le momentum, avec cette déclaration-ci. Et ça, c'est pas banal. On n'a jamais pensé que la déclaration serait idéale, parfaite en tout point, mais qu'elle démarrerait la discussion et qu'elle contiendrait des enlignements. On les a, les enlignements. Je pense que c'est ça que moi j'entends aujourd'hui. C'est du fignolage et surtout des éléments, des arguments à développer pour la faire comprendre, la faire connaître et faire du pouce. Une fois qu'elle aura atteint une quantité impressionnante, parce qu'on est au début encore de la cueillette, pour pouvoir avoir de l'effet avec la déclaration. Du côté des OSBL, on est toujours en état de veille. Moi, particulièrement à la table, je reçois régulièrement des organisations qui croient que la loi a été changée. Parce que le projet de loi 56 est tombé, il n'y a pas eu de communiqué de presse du gouvernement pour dire ça. Alors, beaucoup d'éducation à faire pour que les groupes sachent ce qu'ils ont à faire et n'ont pas à faire et pourquoi. Et ça, cette information-là, aujourd'hui aussi, j'ai entendu beaucoup de commentaires sur comment comprendre ce que nous sommes, les règles qu'on a à suivre et qu'est-ce qui nous distingue des lobbyistes, que nous, on appelle du secteur privé pour faire court, hein, mais on a bien vu aujourd'hui que ce n'était pas si simple comme raccourci. Merci infiniment pour toute cette avant-midi.
merci à vous trois d'avoir concocté ce beau rendez-vous et à une prochaine. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir.